Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Ici Sasa au micro de RTI. Je me réjouis de vous accueillir pour la deuxième partie du reportage sur la maison de Peter Moorhead et Jiang Huiyi, formateurs en permaculture à Dulan sur la côte est de Taïwan. En janvier dernier, j'ai suivi avec eux des cours de design en permaculture et j'en ai profité pour faire un reportage sur leur maison qui est magnifique et qui consomme peu d'énergie. C'est aussi un bel exemple de construction en matériaux naturels puisqu'à part la structure qui est en acier pour répondre aux exigences de la législation, les murs sont en terre et ils ont été construits par Peter et Huiyi eux-mêmes. Je ne reviendrai pas sur ce qu'est la permaculture car je l'ai déjà expliqué la semaine dernière. Je me concentrerai aujourd'hui sur ce que nous avons appris sur l'éco-construction pendant ces cours. Selon la présentation de Peter, l'éco-construction, c'est utiliser des matériaux naturels ou de récupération qui soient locaux, selon des techniques relativement simples et que l'on peut maîtriser soi-même. Il peut y avoir plusieurs motivations. L'impact positif sur l'environnement, sur la santé, mais aussi le confort thermique par exemple. Alors que les humains construisent en terre depuis des milliers d'années, des bâtiments qui peuvent aller jusqu'à 7 étages, comme au Yémen par exemple, aujourd'hui on a eu tendance à oublier les avantages de la construction en matériaux naturels. Le marketing pour promouvoir les matériaux de construction dits conventionnels, comme le béton, a été très efficace. En plus, à notre époque, quand on vit en ville, on a rarement l'occasion de comparer avec la vie dans une maison en bois ou en terre. Nous avons été habitués au béton et on a souvent l'impression qu'une maison en terre n'est pas solide. Or, c'est complètement faux. Du moment que l'on respecte la règle de base, un chapeau de pluie, des bottes et un imperméable, les bâtiments en terre sont très solides, rappelle Peter. Le chapeau de pluie, c'est le débord de toit. Les bottes, c'est un soubassement en pierre ou en brique pour éviter les remontées d'humidité. Et l'imperméable, c'est par exemple d'enduire les murs à la chaux, ce qui les protège de la pluie tout en permettant aux murs de respirer. À propos des débords de toit, ceux de la maison de Peter et Huiyi sont très grands, peut-être un peu trop grands selon Peter finalement. Mais en tout cas, ils protègent de la pluie et du soleil d'été, tout en permettant au soleil d'hiver, qui est plus bas, de pénétrer dans la maison. Comme le toit est en inox pour pouvoir récupérer l'eau de pluie dans de bonnes conditions, le toit chauffe pas mal en été. Pour réduire la température, Peter a placé du bambou en dessous de l'inox. Il trouve une solution à chaque problème. Le soleil, c'est l'un des éléments que Peter et Huiyi ont étudié pour déterminer l'orientation de leur maison, avec la direction des vents bien sûr. Ici, les vents viennent du nord-est et du nord-ouest, donc les fenêtres sont plus petites au nord. Au sud, en revanche, il y a une grande ouverture pour permettre au soleil de réchauffer la maison en hiver. D'ailleurs, à Taïwan, traditionnellement, les maisons à la campagne sont tournées vers le sud. Peter et Huiyi n'utilisent que l'eau de pluie. Elle est recueillie par le toit en inox dans un château d'eau au premier étage et descend au rez-de-chaussée avec la gravité. S'il n'y a plus d'eau en bas, une pompe activée grâce à l'électricité des panneaux solaires permet de pomper l'eau du château d'eau. Bien sûr, l'eau est filtrée selon des procédés naturels avant d'être consommée. Comme Peter et Huiyi utilisent du son de riz pour faire la vaisselle, il suffit juste de rincer à l'eau, ce qui permet d'utiliser l'eau, ce bien si précieux, avec parcimonie. On écoute Peter sur la gestion de l'eau. Les eaux utilisées sont une ressource importante et cela relie notre maison à l'environnement. L'eau de la douche se déverse dans ce cercle de bananiers. L'eau de la cuisine se déverse dans un autre cercle de bananiers. Au centre de ces cercles de bananiers, on met beaucoup de matière organique et elle absorbe la moisissure et les nutriments de l'eau de cuisine. Notre maison est donc liée à notre environnement, à nos futurs aliments, et ça forme un cercle. Vous avez aussi des toilettes écologiques, je crois. Oui, on a des toilettes qui produisent du compost. C'est vraiment très important, car la quantité d'eau qu'on économise en se passant de chasse d'eau et en utilisant des copeaux de bois est phénoménale.
En plus, le compostage de nos déjections permet de revenir à la terre. Tout est donc lié. Notre corps, la terre, notre nourriture. Quant à l'électricité, Peter et Rueyi sont reliés au réseau public, mais l'utilisent rarement. Cela leur était surtout utile quand ils n'avaient pas encore terminé de construire. Aujourd'hui, ils sont quasiment autonomes grâce à des panneaux solaires. Mais ils n'en sont pas encore totalement satisfaits, car il manque un peu d'expérience, et les entreprises taïwanaises aussi. En effet, à Taïwan, les entreprises ont surtout de l'expérience pour installer des panneaux reliés au réseau, afin de revendre l'électricité produite en surplus. Or, Peter et Rueyi utilisent leurs panneaux solaires en dehors du réseau, avec une batterie, ce qui n'est pas encore très fréquent à Taïwan. En cours de permaculture, Peter et Rueyi nous ont rappelé qu'une maison, c'est comme un système. Il y a de l'énergie et des matériaux qui entrent et qui sortent. La maison est ainsi reliée à son environnement immédiat. Le meilleur des systèmes, ce n'est pas celui qui est linéaire, car cela entraîne beaucoup de gaspillage. Un système durable est plutôt circulaire. Les systèmes naturels sont circulaires, et nos habitations devraient aussi l'être. La maison peut être intégrée à un système circulaire sur plusieurs plans différents. Les matériaux, l'eau, la nourriture, etc. Par exemple, si l'on construit en terre, non seulement c'est un matériau qui peut être trouvé localement, mais en plus il peut revenir à la nature en fin de vie du bâtiment. Or aujourd'hui, même si de nombreuses personnes vivent encore dans des maisons en terre, les nouveaux bâtiments construits à travers le monde le sont majoritairement en béton. Et la production de ce matériau consomme énormément d'énergie et émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc il vaut mieux utiliser le ciment et le béton avec parcimonie, ou ne pas l'utiliser du tout si l'on a des alternatives. Peter, quant à lui, a utilisé pour les soubassements des blocs de béton qui avaient été abandonnés dans une décharge sauvage sur une plage. En cours, avec Peter et Rueyi, on apprend aussi que l'éco-construction doit être envisagée sous 3 angles: les matériaux, le design et les technologies utilisées dans la maison ou les habitudes de vie. C'est la combinaison de ces 3 éléments, matériaux, design et la manière dont on vit dans la maison, qui permettent d'entrer dans un système circulaire et de pouvoir utiliser l'énergie efficacement. Si l'on ne tient compte que d'un ou 2 éléments, cela ne sera pas réellement pertinent. Nous avons donc appris quelques notions de base dans ces 3 domaines. Concernant les matériaux, il faudrait bien sûr passer beaucoup de temps, et nous n'avons eu qu'une introduction aux matériaux terre notamment. Peter et Rueyi nous avaient demandé d'apporter chacun un peu de terre creusée près de chez nous. Nous avons ainsi pu nous rendre compte de la très grande diversité des terres à Taïwan, puisque chaque échantillon avait une couleur, une texture, une acidité et une odeur différentes. En faisant décanter les échantillons de terre dans un peu d'eau, on a pu voir quelle terre était plutôt argileuse ou contenait plutôt des siltes ou du sable. Pour construire, il faut une terre plutôt argileuse, et Peter nous a montré quelques expériences que nous pouvions faire pour vérifier si la terre est adaptée. La terre utilisée pour construire est souvent prélevée à un peu plus de 30 cm en dessous du niveau du sol, car la couche supérieure est en général plutôt constituée de matière organique, quand le sol n'a pas été rendu infertile par l'excès de pesticides et d'engrais. Nous avons bien rigolé quand Peter nous a raconté cette anecdote. Souvent, les gens me demandent: il y a beaucoup de vers de terre et d'insectes dans la terre chez moi, qu'est-ce que je dois faire ? Et Peter de répondre: félicitations, vous pouvez vénérer votre sol. Et oui, parce qu'un sol riche en insectes et en vers de terre, c'est un très bon sol pour les cultures. Après les matériaux, le deuxième élément important, c'est le design. Avec Peter et Rueyi, nous avons appris à comprendre les variations de la lumière du soleil selon les saisons, et nous avons testé plusieurs hypothèses avec une maquette et une lampe qui représentaient le soleil. L'orientation de la maison, c'est ce qu'il y a de plus important pour avoir une température agréable à l'intérieur. Mais à Taïwan, il faut aussi penser à l'évacuation de l'air chaud. Et ça, la meilleure manière de l'obtenir, c'est par des ouvertures dans la partie haute de la maison, par exemple par une fente entre les 2 pans du toit. Ça permet une ventilation naturelle. Le plus important à retenir, c'est peut-être que le design doit être adapté à la topographie du terrain et au climat local. Par exemple, les earthships, des maisons à moitié enterrées et qui ont une baie vitrée tout le long, sont adaptées à un climat tempéré, en Europe par exemple. Mais à Taïwan, ça deviendrait vite un sauna, sauf peut-être en zone montagneuse ou si la maison est tournée vers le nord.
Donc si l'on veut construire de manière pertinente, il faut d'abord observer longuement les éléments naturels sur place, le climat, se renseigner sur plusieurs designs avant de pouvoir déterminer lequel est le plus pertinent. On peut aussi s'inspirer de la nature. Par exemple, les termitières sont à la fois étanches, bien ventilées et conservent une température presque constante. La nature comporte aussi toute une série de motifs, tels que les alvéoles, les fractales, etc., qui peuvent être des sources d'inspiration. Quant au troisième élément, les technologies utilisées dans la maison et les habitudes de vie, Peter et Rui nous ont présenté quelques exemples concrets de low-tech, qu'on peut aussi appeler technologie appropriée. Pour la cuisine, ils utilisent un four en terre, des rocket stoves, un four solaire, etc. Cela fonctionne notamment grâce aux branches de bois mort qu'ils ramassent sur leur terrain. Donc, quand ils font la cuisine, ils n'utilisent pas les panneaux solaires. Mais les low-tech ou technologies appropriées, ça peut prendre plein de formes différentes, comme nous l'explique Peter. Appropriate technology is very broad definition. Les technologies appropriées, c'est très large. Ça peut être différent pour chaque personne et pour chaque situation. Tiens, là par exemple, je vois quelque chose de très simple qui a vraiment changé notre vie. Ce sont les sacs qu'on a fabriqués en moustiquaire pour entourer les régimes de bananes. Avant, on ne pouvait même pas manger la moitié des bananes que l'autre moitié avait déjà été grignotée par les insectes. Mais grâce à ces sacs en moustiquaire, on peut désormais presque tout manger. Donc ce n'est pas difficile à faire. Les matériaux peuvent être locaux ou trouvés facilement. Nous utilisons aussi un four solaire et une cuisinière rocket stove qui fonctionne avec le petit bois qu'on récupère sur le terrain. Nous les avons fabriqués nous-mêmes. Cela nous permet de cuisiner sans électricité. On économise beaucoup d'énergie. J'utilise aussi tous les jours le séchoir que j'ai fabriqué pour sécher les bananes, les herbes, pour la tisane, etc. Et chez Peter et Rui, même les poules bénéficient des principes de la permaculture en éco-construction. Les poulaillers ont été fabriqués en matériaux de récupération et ils sont amovibles. C'est très pratique. Dans ses cours, Peter nous a rappelé qu'autrefois, les gens passaient la plupart du temps à l'extérieur. La maison permettait surtout de protéger du froid et des intempéries. Notre deuxième pot, ce sont nos habits. Notre troisième pot, c'est la maison. Notre quatrième pot, c'est le microclimat. On peut avoir une super maison, mais si l'environnement immédiat est complètement bétonné, c'est pas vraiment agréable. Ensuite, il ne faut pas oublier que le plus important, c'est notre cinquième pot, le climat. Si le climat se dérègle, cela impacte bien sûr tout le reste. D'où l'importance de tenir compte du dernier cri d'alarme du GIEC, qui a publié récemment son dernier rapport, indiquant qu'il nous reste 3 ans seulement pour changer de modèle économique, sinon les conséquences pourraient être terribles. Eh bien, même si ça semble difficile, en voyant Peter et Rui, on se dit que ce n'est pas impossible, car non seulement leur mode de vie régénère la nature plutôt que de la détruire, et en plus, ils mènent une vie heureuse. En éco-construction, ils rappellent qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour construire, ni de techniques très compliquées. En revanche, ce dont on a besoin, c'est de temps, et de persévérance bien sûr. La question du temps est donc peut-être plus importante que celle de l'argent. Mais c'est un peu comme un serpent qui se mord la queue. On croit souvent que c'est en ayant plus d'argent qu'on aura du temps libre. Mais pour avoir plus d'argent, il faut travailler plus et finalement prendre sur son temps libre. Une autre voie à explorer, c'est donc peut-être de vivre de manière plus frugale. Voilà, j'espère que ces 2 émissions auront nourri votre réflexion, car nous arrivons déjà à la fin de ce reportage. Mardi prochain, je vous ferai visiter un magnifique endroit à Louillet, qui a été rénové en utilisant des matériaux naturels par Peter et Rui. À la semaine prochaine! Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.